On n'est pas sorti des rangs, Salut à tous, ravi de vous retrouver sur Radio Alliance Plus et Rage pour un nouvel épisode dont on n'est pas sorti des ronces. Alors l'épisode d'aujourd'hui va faire écho à deux précédents épisodes, en particulier celui avec Karine Weiss sur notre comportement face aux risques et celui avec Stanislas sur le dérèglement climatique. Nous allons nous focaliser aujourd'hui cette fois sur les risques et catastrophes naturelles et en partie sur ceux qui se justifient par notre dérèglement climatique. Quoi de mieux pour introduire que de reprendre le dernier rapport du GIEC, sorti au cours du mois de février 2022. Je suis actuellement devant les infographies du site de vulgarisation environnementale Bon Pote, où je peux lire, je cite, « Dans les impacts observés du changement climatique, il y aura l'augmentation de la fréquence et de l'intensité des phénomènes extrêmes, ou bien l'augmentation de la vulnérabilité des populations et des écosystèmes face à ces phénomènes. » Ou enfin, je peux lire qu'environ 3,3 à 3,6 milliards de personnes vivent dans des contextes très vulnérables face au changement climatique. On peut lire alors des mots comme phénomènes extrêmes ou vulnérabilité, et ces mots vont faire partie du fil conducteur de l'entretien d'aujourd'hui avec Freddy Vinet, professeur à l'université Paul Valéry et cofondateur du master en gestion des catastrophes et risques naturels. Bonjour Freddy. Bonjour. Je suis ravi que tu sois là. Et je vais te poser les 3 premières questions classiques. Qui es-tu? Que fais-tu? Et pourquoi le fais-tu? Eh bien alors, je suis citoyen du monde, français par hasard. Et puis, donc, professionnellement, donc, comme tu l'as dit, je suis professeur à l'université Paul Valéry, géographe depuis longtemps. J'aime les cartes. Donc, j'étais baigné dans les cartes. J'avais mon sous-main quand j'étais gamin, c'était un planisphère. Et voilà, donc j'aime bien les cartes. Et puis j'aime bien dehors aussi, sur le terrain. En géographie, on est sur le terrain. Et puis à l'université aussi, contrairement à ce qu'on peut penser, on est sur le terrain, on est concret. On n'est pas dans notre tour d'ivoire, dans les bibliothèques. Donc voilà. C'est que j'avais eu le plaisir de t'avoir comme professeur en licence 2 de géographie, je crois, sur le cours géographie des climats. La géographie des climats, voilà. Du coup, on va en parler. Voilà, exactement. Je pense qu'on va introduire sur ça. Quand on parle climat, on parle de quoi et en quoi, en fait, surtout, ça se différencie de la météo? Alors bon, voilà. Donc déjà, la météo, c'est le temps. L'étude du temps à un moment donné, l'ensemble des paramètres qui décrivent le temps à un moment donné, avec un but en gros prévisionnel. C'est-à-dire, c'est les modèles avec des prévisions à 5-10 jours. Le climat, c'est le temps moyen dans une zone donnée du globe, à différentes échelles. Ça peut être les grands climats du globe, on en reparlera tout à l'heure. Mais là, on est sur les moyennes. Alors, les moyennes, elles s'expriment par la précipitation moyenne, par la température moyenne, mais aussi par la variabilité, c'est-à-dire les extrêmes. Quelle sorte d'extrêmes on peut avoir? Est-ce qu'on a des cyclones? Est-ce qu'on a des sécheresses? Voilà. Est-ce qu'on a un climat très, très variable ou au contraire un climat relativement constant, avec peu de variabilité? Voilà. Le climat, on est plutôt dans l'étude sur le long terme. Les moyennes climatiques sont calculées sur 30 ans. D'accord. Voilà. Donc, ce qui fait référence, c'est les moyennes sur 30 ans. Donc là, les moyennes de référence, ce sont les moyennes des dernières 30 années, c'est-à-dire 1990-2020. C'est ce qui nous sert de référence actuellement. Et donc, quand on dit par rapport à la moyenne, c'est par rapport à la moyenne des températures, des précipitations, du vent, etc., entre 1990 et 2020. Pardon. D'accord, donc on se retrouve avec au final différents types de typologies. Et du coup, pourquoi en fait quand on dit que là, comme tu disais, on a différents climats dans le monde, ça veut dire quoi en fait? Qu'est-ce que ça veut dire par rapport à ce que tu dis? Moi, j'aime pas déjà l'expression réchauffement climatique. Voilà. Je préfère dire réchauffement atmosphérique. On a une atmosphère autour de la Terre, très fine, à l'échelle. L'épaisseur, c'est 1% du diamètre terrestre. Donc, c'est vraiment une toute petite épaisseur, 10 km d'altitude. À 5 km d'altitude, on a déjà la moitié de la quantité d'air, d'atmosphère. Et au-delà de 60 km, il n'y a pratiquement plus rien. Donc, c'est très fin.
Et en fait, donc cette atmosphère, ensuite, elle va s'exprimer avec plusieurs climats. Des climats de latitude moyenne, des climats chauds, des climats polaires, un climat équatorial, un climat continental, climat océanique, climat méditerranéen qu'on connaît bien ici. Voilà, donc elle va s'exprimer différemment. Et du coup, c'est pour ça que je n'aime pas trop l'expression réchauffement climatique. C'est le réchauffement atmosphérique qui va induire des évolutions des différents climats. Et l'évolution du climat, qu'on constate ou qu'on attend pour la fin du siècle, eh bien, elle va s'exprimer différemment en fonction des différents climats de latitude. Elle va être, par exemple, le réchauffement, il va être beaucoup plus intense et beaucoup plus visible aux latitudes élevées, c'est-à-dire dans les zones polaires, qu'à l'équateur. Comment ça se fait si tu devais vulgariser. C'est ce qu'on pourrait dire d'effet de base. Effet de base. C'est-à-dire quand vous avez des températures moyennes qui sont à moins 10 ou moins 15, si vous avez un petit réchauffement, ça va tout de suite monter rapidement. Si vous êtes déjà à 35 ou 38 degrés, si vous allez monter de 2 degrés, mais la différence, elle se verra beaucoup moins. Et si on doit... Donc c'est avant tout un effet de base. Et si on doit reprendre tout simplement les bases un peu, voilà, tout en vulgarisant, je sais que c'est un exercice un peu compliqué, mais qu'est-ce qui fait que, par exemple, là, donc, tu disais, bon, c'est par rapport à l'atmosphère, qu'est-ce qui fait qu'on va se retrouver dans des parties du globe avec des climats complètement différents de quelques milliers de kilomètres à un autre climat, quoi. Qu'est-ce qui fait cette différence? Alors, si je comprends bien ta question, la question c'est pourquoi on a différents climats à la surface du globe. Disons, en gros, les grands climats, il y en a à peu près une trentaine. Okay. À peu près une trentaine, c'est les grands climats de base, climat équatorial, climat tropical, qui sont marqués par des évolutions de température, des rythmes de précipitation, de nombre de saisons des pluies, etc. Climat désertique, ensuite climat méditerranéen, etc. Il y en a une trentaine. Mais ensuite, le relief ou les conditions géographiques, elles vont induire d'énormes différences. Par exemple, si tu prends l'île de la Réunion qui fait 2500 km², c'est-à-dire la moitié du département du Gard, l'île de la Réunion, tu as pratiquement les records de précipitation d'un bout à l'autre de l'île. C'est-à-dire à l'est de l'île qui est exposée aux alizés, tu as 11 000 mm d'eau par an, c'est-à-dire 11 mètres de pluie par an. Et de l'autre côté de la montagne fait écran. Et de l'autre côté, tu as 500 mm, c'est-à-dire que c'est la pluviométrie de la Tunisie. Donc là, ce sont des contrastes, locaux qui sont liés au relief ou aux conditions géographiques, à la proximité du littoral, à un lac, etc. Et donc, du coup, ces climats, il faut en tenir compte parce que si dans un secteur, par exemple, il tombe 10 000 mm de précipitation, si on vous dit évolution climatique, il va pleuvoir plus 10% ou moins 10%, que tu aies 10 000 mm par an ou 9 000 mm ou 11 000, c'est pas grave. Les gens qui ont 500 mm par an, si tu les fais descendre à 400 ou à 300, ou s'ils montent à 600, 700 ou 800, c'est pas pareil, quoi. Clairement. Donc voilà, il y a des effets d'échelle. Et surtout à l'échelle temporelle, c'est-à-dire que si on se retrouve avec une accélération des précipitations sur une échelle courte, c'est sûr que ça va complètement... presque, en fait, le territoire n'est pas adapté, en fait, à ces précipitations-là. Bien sûr, c'est extrêmement rapide. Donc, mais bon, ça, voilà, ça c'est... Et du coup, c'est vrai que, par exemple, sur un pays comme la France, qui, bon, après, on a quand même des... C'est vrai que, comme tu dis, on a quand même des j'allais dire on n'a pas de relief, non, des reliefs considérables en France, mais en tout cas on se retrouve avec sur une grande partie de la France avec un climat et des différences de climat quand même beaucoup moins fortes. On a un gros climat continental une grande partie de la France, non? Oui, alors il y a la partie ouest qui a un climat dit océanique, avec des précipitations d'hiver. Les climats en France, le climat qu'on appelle tempéré océanique et le climat méditerranéen, ce sont les deux seuls climats sur Terre qui ont des précipitations minimales d'été. C'est-à-dire où les précipitations minimales tombent en été, pendant la saison chaude, c'est-à-dire pendant la saison où la végétation en a le plus besoin.
Alors, du coup, là, alors c'est- que c'est tous une- les autres climats, le climat tropical, climat d'alizé, climat continental, Ouais. ont un maximum de précipitations de saison chaude. en fait, c'est contre-logique Et c'est par rapport à la- c'est contre-intuitif, Ouais. mais voilà, c'est comme ça. Et en plus, C'est comme ça. ce climat méditerranéen qu'on retrouve parce que ça, je le précise, hein, pas qu'en Méditerranée. Ah ben non. Voilà. Non, On on le retrouve en Californie, Non. Chili, Australie. etc. Australie, ouais, c'est vrai que- Et donc là, maintenant, on va revenir un peu donc sur tu en as parlé déjà quelques fois, donc le changement climatique, réchauffement atmosphérique. Mm. Moi, j'aime bien le mot dérèglement climatique. Je trouve il correspond plutôt bien à ce qui se passe actuellement. Mm. Bon, en quoi notre climat mondial donc est donc déréglé? Alors, donc, tout à l'heure, donc, je parlais du réchauffement atmosphérique. Hein, donc, on a. Moi, je procède depuis ce dont on est sûr jusqu'à ce dont on est moins sûr. Donc, ce dont on est sûr, ou à peu près sûr, c'est le phénomène de l'effet de serre, les gaz à effet de serre qui s'accumulent, la température de l'atmosphère qui augmente. Donc, ça, on en est quasiment certain. On le constate, on le mesure, avec à la fois par la température, par le recul des glaciers, etc. Donc, ça c'est tangible, pardon. Et puis, alors après, pour l'avenir, on s'en remet aux prévisions, hein, plus 1,5, plus 2, plus 4, voilà. Et puis ensuite, il y a les autres paramètres. D'abord, il y a la distribution spatiale, c'est-à-dire ce réchauffement, comme je disais, il sera pas uniforme. C'est-à-dire, pour les régions polaires, on prévoit des réchauffements de plus 8, plus 10 degrés de moyenne. Ce qui va participer à la fonte des glaces, etc. Fonte des glaces, fonte du permafrost. Donc là, il y a vraiment des gros changements. Et puis, à l'équateur, on sera sur des évolutions de température de plus 1, plus 2, plus 3. Ça ne veut pas dire qu'il ne peut pas y avoir de conséquences non plus. Et donc, du coup, l'évolution, augmentation de la température, lorsqu'on quitte les paramètres liés à la température, là, il y a beaucoup plus de variabilité, d'incertitude. Hein. Notamment pour les précipitations, par exemple. Est-ce que les précipitations vont augmenter? Est-ce qu'elles vont diminuer? Là, il y a beaucoup plus d'incertitude. Il y a certaines zones où on est pratiquement sûr qu'elles vont augmenter, notamment les zones polaires. Hein, parce qu'avec le dégel, avec l'augmentation de la température, là, disons, quasi mécaniquement, hein, il y aura de plus en plus de précipitations, de plus en plus de pluie. Sur d'autres régions, par exemple sur le bassin méditerranéen, on pense qu'on va vers une plus grande sécheresse, hein, a priori. Donc là, voilà, ça peut poser problème. Nous, ici, par exemple, donc, sur le bassin méditerranéen, on a été assujetti à énormément de phénomènes d'inondation, de précipitations fortes. Donc toi, par exemple, tu penses que ces phénomènes-là, forcément, ils vont pas forcément augmenter? Alors, a priori, ils n'augmenteraient pas forcément en fréquence, mais ils peuvent augmenter en intensité. Hein, parce que l'atmosphère étant plus chaude, la mer Méditerranée étant plus chaude à l'automne, ça favorise l'évaporation, donc la capacité hydrique de l'air. Donc ça peut être un facteur aggravant. Donc tout simplement, les nuages en gros, contiennent plus d'eau et donc peuvent... Plus l'air est chaud, plus il peut contenir de vapeur d'eau. Voilà. Donc plus il peut contenir de vapeur d'eau, plus on a ce qu'on appelle de l'eau précipitable, c'est-à-dire l'eau qui peut tomber à un moment ou à un autre. Alors, quand même, pour donner un ordre de grandeur, moi, les gens me disent, oui, mais plus 1 degré, plus 2 degrés de moyenne, c'est pas grand-chose. C'est beaucoup sur les moyennes. Hein. Plus 2 degrés, plus 3 degrés, plus 4 degrés, c'est beaucoup sur les moyennes. Pour donner une comparaison, la différence de température moyenne annuelle entre Montpellier et Tunis, c'est 3 degrés. Donc ça veut dire que si la température augmente de 3 degrés, on passe de Montpellier à Tunis. On passe du nord de la Méditerranée au sud de la Méditerranée, en température. Après, en précipitation, c'est l'enjeu. Et ça, on ne sait pas trop. C'est-à-dire, si les précipitations augmentent, alors pas trop brutalement, voilà, mais en quantité annuelle, c'est tenable. Si les précipitations diminuent, actuellement on est à 700 mm à Montpellier, si on descend à 600, 550, voilà, ça peut poser des problèmes.
Ah, c'est que les conséquences au niveau de l'agriculture, au niveau... De l'agriculture, là, on est en train d'irriguer les vignes. Hein. On commence à irriguer les vignes. Ah, c'est vrai que Si, même... si vous regardez autour de vous, moi je regarde autour de chez moi, les agriculteurs, ils se préparent. Et ils se préparent comment? Ils se préparent en essayant d'irriguer les vignes. Moi, quand j'étais plus jeune, je travaillais je faisais les vendanges vers Saint-Mathieu-de-Tréviers. Mhm. Et là, pareil, hein, complètement décalé, ça n'a rien à voir. Hein. Mais surtout que ça évolue chaque année. C'est ça c'est d'une rapidité Ah oui, absolument oui. sensationnelle, quoi. Mhm. Mais on va parler, du coup, là, on parlait d'activité humaine. En quoi, selon toi, hein, c'est toujours pareil en vulgarisant, c'est pas évident, mais en quoi, selon toi, l'homme est responsable, en fait, de ce dérèglement-là? L'homme, il est responsable de l'augmentation des gaz à effet de serre dans l'atmosphère. Hein. Ça, c'est indéniable. On était à 280 parties par million, c'est-à-dire le gaz carbonique, rien que le gaz carbonique, il composait 280 millionièmes de l'atmosphère. Aujourd'hui, on est à 420. Donc on est passé de 280 à 420. On a presque doublé, pas encore totalement doublé, mais on a doublé. Et en fait, si on essaie de vulgariser, en fait, ces gaz à effet de serre, donc c'est principalement le gaz carbonique, mais c'est le méthane aussi qui vient de toute la décomposition des végétaux. Donc ces gaz à effet de serre, ils ont pour propriété de laisser passer le rayonnement solaire qui est plutôt dans les longueurs d'onde ultraviolets, lumière, etc. Et quand ces longueurs d'onde, quand le rayonnement solaire frappe la Terre, il change de longueur d'onde. Et il repart vers l'atmosphère ou vers l'espace en ondes infrarouges. Et en fait, ces gaz à effet de serre, ils ont pour propriété d'être complètement transparents à la lumière solaire, ultraviolet, mais ils bloquent la longueur d'onde infrarouge. Et donc, forcément, ça... Et donc, ça fait effet de serre parce qu'ils empêchent cette chaleur qui est émise de la Terre de s'en aller dans l'espace. Ils bloquent une partie, hein, mais ils bloquent. Et c'est pour ça que, en fait, du coup, c'est pour ça qu'on dit que le réchauffement, dans tous les cas, là, le réchauffement, on ne pourra pas le contrer immédiatement. Donc, là, c'est entre guillemets foutu pendant au moins des décennies. Il y a un effet d'inertie énorme. Hein. On ne va pas réduire. Si par exemple on se mettait du jour au lendemain, le monde se bouge et on arrête d'un coup, on fait tout, on décarbone absolument toute notre industrie dès demain, les conséquences seront visibles les 440 parties par million de ppm de carbone seront encore dans l'atmosphère. Voilà. Elles ne vont pas s'en aller comme ça. Ouais. Et si, en admettant qu'on s'arrête tout de suite d'émettre du carbone, eh bien, il faudrait plusieurs dizaines d'années pour qu'on retrouve des niveaux normaux, que ça soit absorbé notamment par les océans. Il y a les océans qui en absorbent une bonne partie. Mais il faudrait du temps pour qu'on retrouve des niveaux pré-industriels. En plus, oui, après, il faudrait replanter les forêts, peut-être pour capter du carbone, mais pareil. Voilà, les sols aussi. Ouais, les sols sont un gros réservoir de carbone qui a été complètement décarboné aussi. Parce que si vous regardez les sols, un sol, c'est très simple. On voit s'il a du carbone quand il est noir. Et en fait, les sols ne sont plus noirs. C'est-à-dire qu'on n'a pas renouvelé la quantité de carbone avec des déchets végétaux, avec du fumier, etc., ce qu'on mettait autrefois dans le sol, pour régénérer le carbone dans le sol. Et maintenant, en fait, les sols, dans les pratiques industrielles, d'agro-industrie, ce sont des supports à végétaux avec de l'engrais. C'est-à-dire, c'est du support, c'est de l'argile, ou du limon. On met de l'engrais et les plantes poussent. Mais dedans, il n'y a plus de carbone. C'est que c'est rigolo. Ce qu'on retrouve dans le sol, donc entre guillemets, cette pauvreté du sol, on le retrouve aussi dans les arbres. C'est-à-dire que là, par exemple, on lisait par exemple, que certains replantaient des arbres, mais ils se trompent, entre guillemets, aussi de culture. Parce qu'il y a certains arbres qui vont absorber très très peu de carbone. Hein. Je crois que tout ce qui est épicéa, ça absorbe très peu de carbone par rapport aux feuillus. Et du coup, on se retrouve un peu toujours dans le même cercle. C'est-à-dire que ça soit les conséquences de l'agriculture sur la terre ou les conséquences de la sylviculture sur les arbres, en fait, on se retrouve... on recherche surtout des profits. Des profits à court terme. À court terme. C'est sûr qu'un chêne, il vous faut au moins 80 ans pour avoir un bon chêne. Ouais. C'est un peu long. Qui va investir là-dedans? Voilà, quoi. exactement. C'est un peu compliqué. Je te propose de faire une petite coupure musique et on se retrouve dans quelques minutes.
Nous revoilà sur Radio Alliance Plus et Rage avec Freddy, avec qui on parle donc là du dérèglement climatique. Et là maintenant, on va essayer de voir un peu les conséquences visibles de ce dérèglement. Donc, première question, qu'est-ce qu'on voit vraiment? Qu'est-ce qui est tangible? Qu'est-ce qui est réel de ce dérèglement? Et qu'est-ce qui nous attend? Ce qui nous attend, ce qu'on constate et ce qui nous attend, c'est lié à la proximité aux paramètres de température, hein, ce que je disais tout à l'heure. C'est-à-dire que ce qui est lié à la température directement, là, on en voit les conséquences tangibles. Exemple, le recul des glaciers, le recul de l'enneigement, l'augmentation des vagues de chaleur. Donc ça c'est tangible, c'est mesuré et c'est constaté. Ce qu'on voit également, c'est l'augmentation du niveau de la mer. L'augmentation du niveau de la mer qui résulte à la fois de la dilatation thermique, c'est-à-dire l'eau des océans chauffe, donc elle se dilate, et puis qui résulte également de la fonte des glaciers de montagne, et puis les calottes glaciaires polaires. Donc cette augmentation, elle est aussi mesurée, elle est tangible, une trentaine de centimètres depuis le début du XXe siècle. Et puis, à l'horizon 2100, on est sur plus 60, plus 70 cm. Donc, en résultante, on est à plus 1 mètre. Alors ça, évidemment, on va dire plus 1 mètre, plus 30 cm, c'est pas grand-chose. Mais ça va s'exprimer, cette augmentation, elle va s'exprimer surtout lors des phénomènes extrêmes. C'est-à-dire, lorsque vous avez une submersion marine, vous avez le vent qui pousse la mer vers les terres, pour une même vitesse de vent, eh bien, à la côte, vous aurez une hauteur supérieure d'1 mètre à ce qu'elle était il y a un siècle. Hein, donc, pour toutes les zones basses littorales, ce qu'on appelle les cotalidaux, les marécages, etc., eh bien, évidemment, ça constitue une menace très, très tangible. J'ajoute que les phénomènes sont toujours complexes. Et nous, en géographie, on insiste bien là-dessus, les phénomènes sont complexes. Et il y a d'autres phénomènes qui interviennent pour le recul des côtes et qui sont défavorables. Et un de ceux-là, c'est ce qu'on appelle la pénurie sédimentaire, c'est-à-dire qu'il y a de moins en moins de sédiments qui arrivent à la mer, parce qu'il y a des barrages, parce qu'on a ce qu'on appelle une suture des versants avec la végétalisation des versants. Et donc, il y a de moins en moins de matériaux, c'est des cailloux, du sable, qui sont apportés par les rivières vers la mer. Donc, les côtes, notamment les côtes sableuses, les côtes basses, sont moins alimentées par tous ces sédiments. Et donc, ça participe à leur recul. Et du coup, là, je vais rebondir sur un truc, ça veut dire que la végétalisation peut avoir des conséquences néfastes aussi? Sur le plan de vue environnemental, je dirais pas que c'est néfaste, c'est comme ça. C'est comme ça. C'est-à-dire que sur les versants, notamment les montagnes, alors il y a des facteurs anthropiques qui sont les barrages, qui sont les prélèvements anthropiques. Hein, on prélève des galets. Alors de moins en moins, c'est interdit maintenant en France, mais ça existe encore ailleurs. Et là aussi, il y a un passif. On prélève des galets, on prélevait du sable dans les rivières pour la construction. Donc maintenant, c'est interdit. Sur les versants des Alpes ou du Massif central, etc., il y a de moins en moins de gel et les processus de couverture des versants par la végétation, par de l'herbe, par les forêts, qui gagnent. Alors on peut dire que c'est bien ou c'est pas bien, hein, donc c'est un constat. Eh bien ça fait que ça libère de moins en moins de sédiments, de matériaux grossiers, de galets, de sable, de gravier, et ça alimente de moins en moins les littoraux. Donc les littoraux, ils ne peuvent pas renouveler ce stock de sédiments qui leur permet de résister à la mer, en quelque sorte. Par contre, c'est positif si on met ces végétaux sur, parce que j'en suis sûr, on m'avait appris ça à l'époque, si on les met sur, par exemple, sur les littoraux, c'est très bon pour la stabiliser, les sols. Ça, c'est autre chose. Voilà. Ça, c'est autre chose. Voilà. Ça, c'est toutes les approches un petit peu en aval, douces qui permettent de stabiliser les littoraux. Mais c'est intéressant qu'en amont, du coup, la végétalisation peut avoir des fois des effets aussi néfastes. Mais comme tu dis, c'est systémique, c'est complexe. Ouais.
Donc bon, je vais faire un petit monologue avant de te poser donc les autres questions. Je vais reprendre un petit peu les points de la licence géographie pour dissocier 3 éléments qui sont donc l'aléa, le risque et la catastrophe. Et tu me corriges si je me trompe, hein. Donc ce que j'ai relu, c'est l'aléa. Donc ça va être par exemple donc la sortie d'un cours d'eau, donc un événement naturel prévisible ou non. On ne parle pas donc de danger pour les populations là. Le risque, ça va être l'événement en gros, hein, s'il se produit, qui va causer des dégâts matériels ou humain, donc un angle un peu anthropique. Et la catastrophe, elle, c'est quand le risque se réalise, donc un événement qui va faire subir des dégâts matériels ou humains. Donc en ressort de tout ça, il y a la vulnérabilité qui est pareil, c'est un angle anthropique, ou c'est un peu le risque, donc c'est le lien entre le risque et l'aléa. Donc ma question, c'est est-ce que ce dérèglement hausse le nombre d'aléas naturels? Alors, si tu veux une image simple pour le risque, vulnérabilité, etc., c'est les 3 petits cochons. 3 petits cochons. Alors, l'aléa, c'est le souffle le loup qui souffle. Ça, c'est l'aléa. La vulnérabilité, c'est les différentes maisons. Tu as une maison qui est vulnérable parce qu'elle est en paille, tu en as une autre qui est un peu moins vulnérable parce qu'elle est en bois, puis tu en as une qui est peu vulnérable parce qu'elle est en béton, en briques. Et puis, la catastrophe, c'est l'écroulement des maisons. Franchement, il n'y a pas mieux comme métaphore. Voilà. Du coup, voilà, donc merci beaucoup. Franchement, tu as parfaitement résumé ce que... Donc, du coup, j'ai oublié ta question. Non, t'inquiète pas. Du coup, je te demandais en fait si le dérèglement, donc augmentait, donc, parce que souvent, en fait, on parle de catastrophe, on a toujours cet angle anthropique dans les médias. Là, je te demande juste, est-ce que ce dérèglement hausse le nombre d'aléas naturels? Donc, vraiment pas du tout l'angle anthropique. Alors, le cours d'eau, par exemple. Alors, les aléas, déjà il faut distinguer les aléas qui sont climato-dépendants et puis ceux qui ne le sont pas. Parce que parfois, il y a des amalgames. Hein. On voit des émissions de télévision où on a une augmentation des catastrophes dans l'avenir à cause du réchauffement climatique et là-dedans, ils mettent les tsunamis. Donc, voilà, bon, il peut y avoir une augmentation des tsunamis à cause de l'augmentation du niveau de la mer, mais le nombre de tsunamis, il n'est pas lié au climat. Enfin, voilà, donc, et alors, du coup, sur l'aléa, c'est-à-dire sur le phénomène purement naturel, eh bien, il y a des aléas qui augmentent, on en est certain, soit en fréquence, soit en intensité. Les canicules, les vagues de chaleur, donc ça c'est certain. Hein. Par exemple, en latitude moyenne chez nous, c'est mesuré. Hein. Les étés sont de plus en plus chauds, il y a des vagues de chaleur. On a battu dans l'Hérault le record de France de température la plus élevée en 2019, le 28 juin 2019, 46 degrés. Auparavant, c'était 44 degrés. Enfin voilà, ça c'est des choses qui... en revanche, les vagues de froid diminuent. Logique. Hein, les phases de gel, etc. Donc ça diminue. Tout ce qui est lié au vent, là c'est un peu plus compliqué. La théorie voudrait que plus on a d'énergie, plus le climat se réchauffe, plus on a d'énergie dans l'atmosphère, donc plus les vents moyens sont forts. Pour l'instant, pour les tempêtes atlantiques, etc., on ne le mesure pas trop. Pour les cyclones, c'est un peu compliqué. Pour les cyclones, a priori, les cyclones ne seraient pas plus nombreux, mais les cyclones intenses, catégorie 4-5, eux seraient a priori plus nombreux. Hein, mais bon, à voir aussi. Pour les précipitations, là aussi, on serait plutôt pas forcément sur une augmentation de la fréquence, mais sur une augmentation de l'intensité, qui commence à être mesurée, par exemple, sur la façade atlantique, sur la Grande-Bretagne, la Manche, les Pays-Bas, etc. Là, on constate une augmentation des précipitations hivernales, ça c'est certain. Sur la Méditerranée, un peu moins. C'est un peu moins évident. Donc souvent, en fait, quand on parle de ça dans les médias, comme tu dis, on est quasiment tout le temps sur l'angle anthropique. C'est-à-dire que quand par exemple, souvent on va entendre un spécialiste dire il y a une augmentation des phénomènes naturels, des phénomènes extrêmes. Le phénomène extrême, quand on parle de ça, tu penses qu'on parle... Oui, non, mais là je te parle lié au réchauffement non, mais je parle atmosphérique. Je parle en général, quand on parle de phénomènes extrêmes, on va souvent quand même aller toujours en direction de l'angle anthropique. On va sur le point de vue humain. Parce que là, comme tu dis, au final, si on regarde les aléas naturels
purement naturel, on va se retrouver avec, on est quand même pas certain sur le côté des cyclones, on est un peu moins certain. Le tsunami, par exemple, tu me disais que c'était pas forcément quelque chose, voilà, le dérèglement, il y a pas de, on ne dit pas qu'il y a. Non, bah non. Voilà. Non, mais c'est bien que tu. Sur l'occurrence des tsunamis, il n'y a pas de. Voilà. On est sur de la dynamique interne, Ouais. c'est-à-dire sur des séismes sous-marins, Ouais. principalement, ou des mouvements de terrain sous-marins qui ne sont pas liés au réchauffement atmosphérique. Bon, Mais- Ouais, dis-moi. Non, mais Ouais. après, il y a des. Alors, ce qu'on constate sur l'évolution des catastrophes, pour le coup, c'est-à-dire le risque réalisé, comme tu l'as dit, c'est une augmentation du coût sur le long terme, et surtout une variabilité du coût. C'est-à-dire, si on regarde notamment les chiffres qui sont donnés par les grands réassureurs internationaux, c'est-à-dire les assureurs d'assureurs. Hein. Il faut le savoir, les assureurs se réassurent. Et on pourra parler des problèmes des assureurs plus tard. Et donc, ces réassureurs, dans ce qu'ils publient, ils montrent une augmentation des dommages et puis une variabilité des dommages. C'est-à-dire que la différence des dommages cumulés entre une année et une autre, ça peut aller une année, ça peut être 30 milliards de dollars, et l'année d'après, 1 milliard de dollars, et ensuite 45 milliards de dollars. C'est extrêmement volatile, comme on dit. Et en fait, ça c'est lié à l'occurrence de catastrophes, ou pas, comme le séisme au Japon en 2011, Katrina, le cyclone à la Nouvelle-Orléans en 2005, voilà. Et en fait, ça s'explique par le fait qu'il touche des zones fortement urbanisées ou pas. Voilà. Si ces événements touchent des zones fortement urbanisées, eh bien, il va y avoir énormément de dégâts, surtout des zones riches, type États-Unis, Europe, etc. L'année suivante, tu peux avoir des cyclones, mais qui ne touchent pas de zones fortement occupées ou qui touchent des côtes désertes de Somalie ou je ne sais quoi. Et donc là, il y aura assez peu finalement de dommages. Ah, voilà, Donc ouais. la concentration, ce qu'on appelle la concentration des enjeux, c'est-à-dire la concentration des biens et des richesses sur des lieux donnés, dans des vallées qui sont inondables, sur les côtes, par exemple, sur les littoraux exposés aux cyclones, etc. Ça inquiète les assureurs et ça induit des dommages qui peuvent être très conséquents. Oui, et donc au final, ouais, là, du coup, là, c'était sur l'angle, c'est intéressant. En fait, tu montres qu'en fait, il y a ces prix qui sont volatiles, donc par rapport à, par exemple, à l'urbanisation, tout ça. Donc, au final, est-ce que, donc, par exemple, les rapports du GIEC qui donc disent qu'il y a une augmentation des catastrophes naturelles, est-ce que ça résulte donc d'une hausse des aléas ou ça va être à cause de notre vulnérabilité, donc par exemple à cause de notre urbanisation? Alors, là aussi, les causes sont multiples. Hein, les causes sont multiples. Pour certains risques, il y a une augmentation des aléas. Pour d'autres, il y a une diminution, hein, comme j'ai dit. Il y a également, alors les assureurs le comptent il y a eu un rapport des assureurs il y a quelques années, qui est critiquable, mais bon. Il y a eu un rapport des assureurs qui montrait que l'augmentation des dommages seraient liés pour moitié au réchauffement atmosphérique et pour moitié à l'évolution de la vulnérabilité humaine. Cette vulnérabilité, elle s'explique de plusieurs manières. Elle s'explique d'abord par l'augmentation des biens. Il y a 40 ans, il y avait une voiture par foyer. Maintenant, il y en a 2, 3. Des voitures qui sont de plus en plus chères. Donc, quand la voiture elle est inondée, elle est emportée par l'inondation, ça coûte plus cher à la réparation, des bourrées d'électronique, etc. Ah, donc on a vraiment un angle financier sur l'approche. Ah oui. Et puis il y a une augmentation aussi des vulnérabilités humaines, notamment par le vieillissement de la population. Moi, je pense que le vieillissement de la population, dans les sociétés occidentales, mais aussi dans des pays comme les pays, ce qu'on appelle émergents, en Chine par exemple, l'évolution de la population, du vieillissement de la population, est un élément de vulnérabilité parce que ces personnes-là, elles ont moins de ressources personnelles pour faire face à des catastrophes.
des ressources humaines, force physique, est-ce que c'est nager, etc. Cette vulnérabilité, on peut même la voir du coup sur des phénomènes donc sanitaires comme la pandémie par exemple. On a vu que par exemple, Par exemple. les conséquences entre guillemets auraient été moins visibles si la population était moins vieillissante. Alors c'est une des raisons, mais là il y a sans doute d'autres choses. C'est une des raisons pour lesquelles on dit que la pandémie a eu moins d'impact en Afrique, c'est que c'est une population plus jeune. Bon, il y a sans doute aussi des problèmes, des statistiques aussi. Les statistiques sont peut-être ne reflètent pas forcément toute la réalité. Voilà, ça peut être complexe. Et puis il y a d'autres facteurs de vulnérabilité. C'est toute la vulnérabilité sociale. C'est-à-dire si, par exemple, on a des dégradations dans l'évolution des revenus, une dégradation du logement, c'est-à-dire avec des logements de plus en plus précaires, des gens qui ne peuvent pas se loger, qui se logent dans les mobil-homes à l'année parce que c'est moins cher, ils vont se loger dans des zones inondables, proches du littoral, etc. Et puis la prochaine submersion marine, ils vont être emportés. Donc ça, c'est un facteur de vulnérabilité aussi. Parce que c'est que je m'en souviens ça m'avait marqué. J'étais allé voyager en Nouvelle-Zélande il y a 2-3 ans où il y a pas mal de phénomènes météorologiques assez forts en Nouvelle-Zélande et il y a une grande partie donc là, il y a une population précaire donc principalement maori qui vivent énormément en mobil-home. Et du coup, forcément, dès qu'il y avait des problématiques environnementales assez fortes, les conséquences étaient directement vers ces populations-là. Oui, bien sûr. Oui. Et donc ça, on va le retrouver forcément, comme tu dis, dans des pays comme l'Indonésie, où ils vivent dans des... Pareil, énormément dans... Nous, on a fait... C'est anecdotique, mais on étudie la mortalité des personnes en cas d'inondation. Et on a des gens qui sont emportés dans des mobil-homes ou dans des camping-cars. Et on n'en a jamais noté qu'ils sont emportés dans des tentes. Parce que si vous êtes dans une tente, dans un terrain de camping, l'eau, dès que vous avez 10 cm, vous la voyez et vous pouvez partir. Ouais. Mais quand vous êtes dans un mobil-home ou dans un camping-car, si c'est la nuit, quand votre camping-car commence à flotter, c'est fini. Donc vous êtes emporté avec le camping-car. Donc ça, c'est un élément de vulnérabilité aussi. C'est pas le mode de camping le plus solide qui est le plus sécurisé. C'est vrai que je ne veux pas dire de bêtises, mais quand il y avait eu les grandes inondations dans le Var, je crois qu'il y avait eu énormément de bases. Dans un camping, je crois que c'est là où il y avait eu des mortalités assez importantes. Oui. Donc, comme tu dis, non, c'est que tu as raison. Et donc, au final, on n'imagine pas, par exemple, nous en France, que forcément, il va y avoir des populations qui vont habiter à l'année dans ce type de logement-là, même en France, et donc avoir une vulnérabilité importante. Oui, il y en a. Et puis, je dirais aussi que il faut pas que le réchauffement atmosphérique nous fasse perdre de vue le fait qu'on a quand même les moyens de s'adapter et de résister, et ces moyens, ils sont liés à l'action des pouvoirs locaux, quoi. C'est-à-dire que, voilà, il y a tout le volet de la géographie du développement, qui est oui, en fait, qui peut agir là-dessus, quoi. C'est-à-dire, en gros, ce qu'on appelle les tenants du radicalisme c'est pas radical, ça vient de racine, c'est que la vulnérabilité, qu'elle soit face aux risques sanitaires, aux risques alimentaires, aux risques climatiques, etc., la vulnérabilité, elle vient des conditions de vie de la société. Est-ce que les gens sont suffisamment riches? Est-ce qu'ils ont des revenus? Est-ce qu'ils ont un niveau de santé, des services de santé corrects? Est-ce qu'il y a des infrastructures correctes? Est-ce que les gens ont un travail, etc. Et ça c'est quand ces besoins fondamentaux ne sont pas respectés, c'est aux racines de la vulnérabilité. Donc ces gens-là sont très vulnérables par rapport au risque qu'il peut y avoir, quel qu'il soit. En fait, il y a une corrélation assez forte entre les inégalités sociales et les inégalités. Complètement. Et ça, on peut le retrouver même en France, de toute façon. Oui, donc, bien sûr. Donc, je te propose d'aller un peu là on a à peu près 5 minutes pour clôturer le sujet des risques et catastrophes. Je te propose d'aller un peu en France. Au moins, on va partir sur l'échelle française à la fin. Nous ici, est-ce que les catastrophes naturelles, ça augmente? Est-ce que le risque et notre risque augmente face à ces catastrophes, disons? Là, je dirais aussi qu'il y a des évolutions
qu'on ne mesure pas encore. Alors, des évolutions de précipitation. Est-ce que le problème, c'est qu'on est sur des événements qui sont rares par définition. Hein. Si on parle de crues centenales, les événements, ils sont rares. Donc, si la dernière crue datait des années 60, s'il y en a une maintenant, s'il y en a une dans 50 ans, c'est difficile de faire des moyennes. En revanche, il y a des évolutions environnementales qui, elles, peuvent induire de nouvelles catastrophes. Et moi, je dirais que le changement climatique, c'est pas un risque. Ça peut être un facteur de risque. C'est pas un risque en soi, ça peut être un facteur de risque. Pour un exemple, c'est l'évolution des forêts. Hein, l'évolution des forêts, il y a des forêts qui sont en voie de dépérissement parce qu'elles ne résistent plus à la sécheresse d'été, notamment en montagne. Donc ça peut induire des risques d'incendie plus élevés. Donc ça, ce sont des évolutions qui... Mais l'incendie, on le verra peut-être dans 50 ans ou dans 60 ans ou l'année prochaine. L'incendie, c'est un bon exemple. L'incendie, c'est principalement anthropique, au final, ou pas? Ça, c'est c'est toujours les deux. Ouais. C'est toujours les deux. C'est-à-dire, il y a un potentiel, c'est-à-dire des forêts qui sont en bonne santé, ou au contraire qui sont en voie de dépérissement, avec beaucoup de bois morts, et puis il y a le volet anthropique, c'est-à-dire l'entretien de ces forêts, et puis aussi la lutte contre les feux de forêt. La lutte contre les feux de forêt, elle a fortement changé dans les années 90 en France. Hein, c'est-à-dire que on est passé d'une lutte jusque dans les années 80, on faisait des luttes contre les incendies très massives. C'est-à-dire qu'on avait des gros incendies, on se concentrait sur des gros incendies, on engageait beaucoup de moyens, et puis on essayait de contenir les incendies. À partir des années 90, on est passé sur des luttes beaucoup plus ciblées, beaucoup plus rapides. C'est-à-dire, dès qu'il y a quelque chose qui se déclenche, hop, on envoie des moyens très rapides, très mobiles, pour éteindre tout de suite. Donc cette lutte contre... C'est la bonne méthode? C'est une méthode. C'est une méthode. Toujours est-il qu'il est difficile de comparer sur le long terme le volume des incendies et les surfaces incendiées parce que cette méthode a changé. Oui, donc on n'arrive pas à savoir... Donc c'est difficile de savoir. Il y a de moins en moins d'incendies. Il y a de plus en plus d'incendies en France, mais il y a de moins en moins de surfaces incendiées. Grâce à cette attaque. En sachant également que dans les tactiques, on va moins protéger les massifs forestiers, on va plus protéger les abords des massifs forestiers, c'est-à-dire les zones construites. D'accord, mais par exemple, souvent on va allumer la télé, on va avoir un sujet sur le réchauffement climatique, on va de suite avoir par exemple des images, donc des incendies en Californie ou en Australie. Ces incendies-là, eux, par exemple, ils vont après, en fait, comme tu disais, par exemple, l'augmentation peut-être du vent, l'augmentation des choses comme ça, en fait, c'est ce qui fait qu'ils sont énormes, ou tout simplement, on a un regard différent parce que, vu qu'on a beaucoup urbanisé, on a ce... Mais pour la Californie, après, moi, je connais pas tous les dossiers forcément à fond, mais pour la Californie, il y a un facteur sécheresse qui est indéniable. Hein, il y a une augmentation de la température, une augmentation de la sécheresse hydrique des sols, donc les arbres tiennent de moins en moins, mais il y a aussi une évolution dans l'entretien des forêts. C'est-à-dire le rapport à la forêt, l'entretien des forêts n'est pas le même qu'il y a un siècle. Même chose chez nous, même chose en Australie. Donc il y a des dynamiques, il y a un croisement entre des dynamiques environnementales, l'évolution du climat, a priori l'assèchement ou le réchauffement, et puis des dynamiques anthropiques, celui de l'occupation des forêts, de l'entretien des forêts. Et là, voilà, c'est toujours une combinaison des deux. Tu me fais une bonne transition sur que, par exemple, si on part sur le côté humain, comment on va faire, comment faire pour réduire notre vulnérabilité, que ce soit à l'échelle française ou ailleurs. En fait, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on va mettre en place pour réduire cette vulnérabilité? Peut-être revoir notre façon d'urbaniser, ça peut être... c'est une question très très large, hein, bien sûr, je sais. Vaste programme, programme. C'est un peu compliqué, donc...
La prévention, jusque-là, alors moi je connais bien les inondations. Sur les inondations, la prévention, pour l'instant, c'est une prévention, c'est plutôt une post-vention. C'est-à-dire, c'est après. On le fait après. C'est-à-dire qu'on va urbaniser une zone, on va urbaniser une zone, puis après on se dit, ah bah oui, mais tiens, c'est inondable. Ah bon, bah, qu'est-ce qu'on peut faire? Il y a des expériences d'urbanisme, ce qu'on appelle l'urbanisme résilient. C'est-à-dire, on admet qu'une zone, elle est inondable, et on urbanise en fonction. C'est pas toujours possible, c'est pas toujours souhaitable non plus, parce que ça crée des précédents. Après, ils vont dire, ah bah oui, mais on peut effectivement urbaniser en zone inondable. Certains disent, il ne faut pas urbaniser en zone inondable. Mais c'est pas toujours tenu. Parce que moi, je m'en souviens sur dans mon expérience, parce que j'ai travaillé un petit peu les énergies renouvelables, la zone inondable n'était pas forcément quelque chose de, comment on dit, de rédhibitoire pour tout type de projet. Non. Si c'est en zone bleue, ça peut être constructible sous certaines conditions. Voilà. Si c'est en zone rouge, théoriquement, c'est non construit. Et puis, il y a tout le passif. C'est-à-dire, actuellement, il y a quand même 17 millions de personnes qui vivent en zone inondable ou exposés aux submersions marines en France. Et pour ces gens-là, voilà, qu'est-ce qu'on fait, quoi? Qu'est-ce qu'on fait? On fait bouger les populations. Et c'est compliqué. C'est compliqué. Parce que il y a eu toute une mode à partir des années 2005 de réduction de la vulnérabilité. C'est-à-dire, on va dire aux gens, mais vous êtes exposé à des inondations, il faut adapter votre bâtiment. C'est-à-dire, vous n'allez pas prendre de parquet, vous allez mettre du carrelage, vous n'allez pas mettre de placo au mur, vous allez mettre de la peinture waterproof, vous allez rehausser votre système électrique, vous allez monter vos prises électriques à 1,50 m, etc. Donc, on adapte le bâti. Et en cas d'inondation, eh bien, votre bâtiment, au lieu d'avoir 3 ou 4 mois de travaux où on refait tout, vous avez une maison qui est relativement adaptée et vous pouvez la réoccuper, vous nettoyez un petit peu, vous repeignez un peu et vous pouvez la réoccuper en une semaine. Donc ça c'est... mais l'adaptation, elle est très difficile à faire, je dirais, en temps de paix. C'est-à-dire quand il n'y a pas de catastrophe. Elle serait beaucoup plus facile à faire, techniquement, en post-catastrophe. C'est-à-dire après une catastrophe, dans le Var, dans la Vésubie, dans le Gard, etc., on a les territoires qui ont été inondés, on adapte le bâti. Et on dit, dans tel secteur, on ne met pas de parquet, on ne met pas de placo-plâtre, on ne met pas de laine de verre, etc. On met des choses adaptées, des équipements adaptés. Et donc, où on rehausse, etc. Mais ça, ça se fait pas pour l'instant systématiquement en post-sinistre, et ça se fait pas en pré-sinistre, parce que vous avez beau dire à des gens il faut adapter votre bâti, si vous dites aux gens vous allez avoir 4 mois de travaux chez vous pour adapter votre maison à une inondation qui viendra peut-être dans 20 ans ou dans 30 ans ou dans 100 ans, les gens, ils n'acceptent pas la contrainte, quoi. Et c'est compliqué. Mais le problème en plus, c'est qu'il y a une accélération des phénomènes. Et donc en plus, là maintenant, c'est de plus en plus dur de faire face, de mettre en place des méthodes si en plus l'espace entre des catastrophes se rétrécit à chaque fois, quoi. Oui. Donc, la prévention, c'est un peu compliqué. Bon, merci beaucoup Freddy. On va faire une petite pause musique et on se retrouve dans quelques minutes pour les dernières questions, les questions plus personnelles.
Nous revoilà sur Radio Alliance Plus et Rage avec Freddy pour maintenant donc les questions personnelles. Donc petite question anxiété, psychologie, hein, c'est une question que je pose depuis une question assez récente. Donc comment tu te sens psychologiquement face à ces enjeux climatiques et environnementaux? Alors, je me sens relativement serein. Pourquoi? Parce que dans le master que je dirige, donc je dirige un master avec un collègue gestion des catastrophes et risques naturels. On nous reproche d'être catastrophiste. Et en fait, on est tout sauf catastrophiste parce que nous, on prépare les futurs gestionnaires des risques à gérer ces risques. On se prépare, on prépare les crises, on prépare la gestion des risques. Et en accentuant sur un point, c'est moi ce que j'appelle la représentation mentale des catastrophes. C'est-à-dire on essaie de diagnostiquer les impacts possibles des différentes catastrophes pour pas être trop surpris et pour pouvoir réagir en conséquence. Et donc ça rassure. Oui. À tort ou à raison, Ouais. à tort ou à raison. Ça n'aveugle pas, mais ça rassure à tort ou à raison. T'as raison, c'est pas du tout un angle, au final, c'est pas négatif. Non, On est dans c'est quelque pas. chose. Le catastrophiste, c'est celui Ouais. qui dit on est tous foutus, Ouais. on peut rien faire, on va droit dans le mur, etc. Mais c'est pour ça qu'il y a beaucoup de débats sur les théories de l'effondrement. C'est-à-dire que est-ce que c'est si bien que ça de théoriser ça? Parce qu'au final, ça veut dire, on va... On s'effondre depuis un siècle. Hein, Ouais. à ce compte-là, on est en train de s'effondrer depuis un siècle. Ouais. Mais bon. Ouais, est-ce que ça te donne envie d'agir? Je sais que c'est un autre débat. Oui, je suis pas certain. Donc, en parlant agissement, est-ce que toi, tu as des habitudes écolo dans ton quotidien? Alors là, on touche à un sujet qui me tient assez à cœur. Donc là, c'est plus le prof ça qui parle, c'est le citoyen, Ouais. on est bien d'accord. Alors j'essaie justement. C'est pas toujours facile. C'est pas toujours facile parce que tu te heurtes aux autres personnes. Je te prends un exemple super concret, c'est que quand je vais chez des amis et je vois dans la cuvette des toilettes, tu sais, cette espèce de bloc WC qui diffuse dans les rivières et donc dans la mer, à chaque chasse d'eau, qui te diffuse une espèce de liquide bleu dégueulasse, là. Et donc ça c'est extrêmement polluant. Mais je suis chez des amis, qu'est-ce que je fais? Je fais la morale. Je leur dis, votre truc, c'est dégueulasse. Et il faudra... Donc, tu vois, c'est compliqué quand même. C'est compliqué. Donc, moi, je pense que ce type... c'est la même chose pour les lave-glaces auto. Les lave-glaces auto, tu vois, donc on balance allègrement, enfin moi je le fais pas, mais on balance allègrement du lave-glace avec des produits détergents qui sont lavés par la première pluie, qui s'en vont sur les routes. On voit très bien que quand il pleut, qu'il n'a pas plu depuis longtemps, les routes, elles moussent, elles glissent. C'est parce que tu as tout le lave-glace qui est sur les routes et qui s'en va dans les fossés et dans les cours d'eau. Mais ça, voilà, tu peux très bien avoir des lave-glaces qui sont avec de l'eau et du savon et tout, ou même pas. Voilà, tu laves ton pare-brise avec une éponge. Donc, tu vois, tous ces petits détails-là, moi je pense que au début, je disais, il faut éduquer les gens, il faut sensibiliser, etc. Et puis, c'est tellement clivant, c'est tellement conflictuel et tout, que je pense maintenant qu'il faut légiférer sur des trucs comme ça, quoi. C'est-à-dire, les petits blocs WC, il faut interdire. Voilà. On interdit. Faut arrêter, quoi. Ça sert à rien, ça pollue les cours d'eau inutilement. Et, enfin, tu vois, et les détails comme ça, moi, je t'en trouve des milliers, quoi. Surtout c'est pour ça que là, il faisait l'histoire par rapport aux pailles, etc. Mais ça, il y en a quand même beaucoup de trucs. Le seul problème, c'est que avec nos amitiés, on va pas commencer à tous les repas. Ah ben oui, non, oui. Ce serait voilà. Donc, une des choses que j'attends des pouvoirs publics, c'est qu'ils légifèrent sur des choses comme ça. Lorsque sur les emballages plastiques, remplacer les emballages plastiques par des emballages complètement recyclables en fer ou en verre, dont on maîtrise le recyclage et qui sont
voilà, qui déplastique un petit peu Surtout le que truc, quoi. les gens, ce qu'ils voient avec le plastique, ils voient le problème de recyclage, mais c'est même pas que ça. C'est tellement le pétrole que ça nécessite, c'est juste considérable. Derrière, tu as du pétrole, Ouais. et puis du pétrole qui finance des grandes démocraties comme la Russie, le Qatar, l'Arabie Saoudite. Ouais. Et voilà. Donc, Non, voilà, clairement. c'est- Non, mais c'est sûr. voilà. Est-ce que tu as une œuvre à conseiller? Alors, il y a une œuvre que j'aime bien, qui n'a pas rapport forcément à l'environnement, mais que je conseille beaucoup aux étudiants, maintenant aux étudiants, pas quand tu l'étais, c'est Slumdog Millionnaire. On connaît un petit peu l'histoire, c'est l'histoire d'un petit gamin des bidonvilles de Bombay ou d'Inde qui gagne à la question... Ouais. question Qui veut gagner des millions? l'équivalent de qui veut gagner des millions. Et en fait, il gagne à cette émission en trouvant les réponses dans son passé. Ouais. Et moi, c'est ce que je dis aux étudiants, c'est que en fait, la mémoire, c'est pas accumuler des connaissances, c'est savoir les restituer, savoir retrouver ce qu'on sait. Ouais. Et on sait beaucoup de choses, mais il faut savoir les restituer au bon moment. Et donc là, il faut des méthodes. Et en fait, le gamin, il gagne à ça parce qu'il retrouve, tiens, un jour, il avait lu tel bouquin avec son grand-père, un jour, il avait fait tel bouquin, etc. Et il retrouve les réponses comme ça. Ouais, et ça pourrait nous servir de lutte contre le dérèglement climatique, parce que c'est comme ça qu'on peut trouver les réponses de demain. Éventuellement, c'est vrai que ouais. c'est bien. Non, Éventuellement. c'est joliment dit. Et enfin, dernière question, si tu devais donner un conseil sur un sujet environnemental au futur président ou à la future présidente, sachant qu'au moment où on nous écoute, je pense qu'on aura déjà le nom de cette personne, alors je te laisse développer. Oui, mais c'est un petit peu ce que je disais tout à l'heure sur les aspects environnementaux. Il ne faut pas avoir peur de légiférer sur certains points, sur la suppression du plastique, le remplacement des emballages, sur la pollution, etc. Mais il y a aussi autre chose, c'est qu'il faut des solutions de remplacement. C'est-à-dire il faut proposer du remplacement. C'est-à-dire il faut pas avoir une approche uniquement punitive en disant ça c'est interdit. C'est ce qui avait posé problème pour les gilets jaunes. Ouais. C'est-à-dire on dit aux gens vous arrêtez d'utiliser votre voiture, on va vous taxer l'essence, mais certaines personnes n'avaient pas de solution, n'avaient pas d'alternative. Donc il faut légiférer, progresser sur la protection de l'environnement, mais il faut des alternatives pour que les personnes puissent continuer à vivre. Le truc, c'est que c'est ça le problème, c'est que par exemple, au moment où on parle, donc il y a la crise géopolitique donc en Ukraine, et par exemple, qui va avoir des conséquences sur le gaz. Donc là, on dit que les gens doivent faire un effort sur donc leur consommation d'électricité, baisser leur chauffage. Donc en fait, c'est assez marrant parce qu'en fait, on va dire à des gens de quoi faire. Donc pareil à l'époque sur l'augmentation donc du baril d'essence, des taxes carbone, etc. En fait, on dit des choses, mais par contre, on n'apporte absolument aucune solution pour, entre guillemets, un peu moins impacter le citoyen. Donc c'est un peu. Oui. Et le problème, c'est que c'est compliqué de faire accepter, et c'est pour ça c'est un souci avec l'écologie. C'est pour ça que les partis écologistes ont pas mal d'opposition. C'est qu'en fait, ils ont toujours cette image du côté punitif. Punitif, oui. Alors que c'est bon, pas forcément certains non en plus. Ils essaient d'apporter des solutions, mais l'écologie, pour l'instant, comme elle est faite, elle est toujours pour l'instant opposée. En tout cas, elle est toujours dans une opposition du quotidien des citoyens. Ou c'est perçu comme tel. Ouais, alors que il y a des choses dont on peut très bien se passer sans modifier son style de vie et sans modifier son niveau de vie. Ouais. Comme les blocs WC dans les toilettes. Voilà, je pense que ça. Donc voilà, j'espère qu'après cette émission, il n'y aura plus personne qui mettra les blocs WC dans les toilettes. J'espère. Merci beaucoup, Freddy. Merci à toi. Franchement, c'était super. Je conclus rapidement en quelques mots. Je propose donc aux éditeurs d'écouter cet épisode. Je trouve qu'il est assez complémentaire avec les épisodes de Stanislas et Karine. Donc je trouve qu'écouter les trois, ça fait sens. J'espère que vous avez passé un super moment. Pour écouter l'épisode, il sera disponible en podcast sur toutes les plateformes de streaming.
Pour soutenir le projet, vous pouvez toujours jeter un coup d'œil à la cagnotte Tipeee de l'émission, donc le lien est sur la page Instagram ou Facebook, et je remercie énormément les premiers contributeurs. Et sinon, on se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode d'OPSR sur Radio Alliance Plus et Rage. On n'est pas sorti des ronces, mais on peut toujours essayer. Allez, bye!